Bonjour à tous, ça y est, voilà, il est 17 heures. Bienvenue sur la page de Bouquinbec. Nous allons pouvoir commencer ensemble ce live, ce live qui aura aujourd'hui pour sujet le graphisme et l'illustration. Alors, je vois que les gens sont en train d'arriver, excellent. Euh, Parfait. Bienvenue à tous, je suis Louis de Bernis, je travaille chez Bouquinbec où je suis en charge des réseaux sociaux, sites internet, des communications et j'aurai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce Facebook Live. J'aimerais d'abord vous remercier tous ceux qui ont participé la semaine passée à celui concernant la révision. Vous avez été très nombreux à réagir, à nous envoyer des messages, merci vraiment, c'est aussi grâce à vous que ça a été un si bel événement et si intéressant. On remet donc ça aujourd'hui avec un autre sujet, une autre étape du processus de publication. La mission que se fixe Bouquinbec, c'est vraiment de vous accompagner pour vous permettre de publier un livre de qualité professionnelle. Et pour cela, eh bien, on le fait en vous mettant avec des professionnels, avec des spécialistes dans leur domaine. On vous a présenté la semaine dernière une de nos collaboratrices en révision. Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux collaboratrices avec lesquelles j'aurai le plaisir de discuter. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le live. Nous allons d'abord commencer par une période, je dirais, de 30-40 minutes d'entretien avec les deux collaboratrices. Et à la fin, dans un second temps, je reprendrai les questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu et on les abordera ensemble. Voilà. Il me reste à vous dire également que si jamais vous avez des questions. Nous, chez Bouquinbec, nous continuons à travailler à distance, donc n'hésitez pas vraiment à aller sur notre site internet, à nous écrire, on vous répondra, que ce soit par courriel ou au téléphone, on est vraiment disponible. Sans plus attendre, écoutez, je vais ajouter à cet appel donc, les deux collaboratrices graphistes qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons ici Maryse d'abord qui va nous rejoindre. Et puis, je vais également donner accès à Émilie. Voilà, que j'active également. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous m'entendez bien pour commencer? Oui, très bien. Oui. Parfait, parfait. Je propose qu'on commence tout simplement par des petites présentations. Alors, alors je l'ai dit, vous êtes graphiste, mais alors ça fait combien de temps que vous travaillez avec Bouquinbec? Quel est votre lien un peu, Maryse par exemple? En fait, moi, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre premier live, à mon premier live Facebook. En fait, je travaille ça fait, moi, plus de 20 ans que je suis en édition. J'ai fait beaucoup d'éditions scolaires dans les premières années, je dirais les 15 premières années là, que j'ai travaillé en édition, en tant qu'employé, mais aussi comme travailleur autonome à l'externe. Puis après ça, j'ai travaillé à la courte échelle en jeunesse et en édition grand public. Puis j'ai été à la courte échelle pendant 5 ans jusqu'à ce que ça fasse faillite, malheureusement, mais qui ont repris depuis. Là. Mais c'est ça. Puis quand j'étais à la courte échelle, donc j'ai fait beaucoup de livres jeunesse, entre autres. Mais c'est à la courte échelle que je me suis initiée aussi aux livres numériques. Et puis, je faisais la gestion de dépôt de livres numériques en ligne et puis je faisais des livres numériques aussi. Puis avec Bouquinbec, c'est pratiquement depuis le début, là, quand Bouquin Plus est devenu Bouquinbec je pense que c'est automne 2016. Je pense que le premier projet que j'ai fait, c'est en automne 2016. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai fait, je dirais, une bonne soixantaine de projets. Là, je les comptais cet après-midi, puis ça s'additionnait, fait que j'en ai quand même fait beaucoup. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait des recueils de poèmes, des livres jeunesse, des livres grand public, des romans, des livres un peu plus techniques. C'est ça, je pense que j'oublie rien, mais je continue à faire aussi des livres numériques, évidemment. Souvent, les auteurs veulent avoir la version numérique ou non.
Donc, ça fait pas mal le tour. Super, oui, oui, effectivement, on en reparlera du livre numérique. C'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Émilie, bonjour. Quel est à toi ton parcours un petit peu et ton historique avec Bouquin-Bec? Ben, c'est assez récent, c'est une histoire qui est toute jeune encore. En fait, moi, mon cheminement comme je disais, est assez récent. Ça s'est fait parce que j'ai un conjoint qui est en amour avec les livres, puis qui aime beaucoup, qui a lui-même une maison d'édition. Puis ça a commencé comme ça. Moi, je le voyais travailler sur sa mise en page, sur ses couvertures de livres. Il demandait à des graphistes de faire ci, ça. Puis je trouvais ça super intéressant. Je me disais, mon Dieu, quel est ce travail? Est-ce que je peux faire ça? Puis, ben, c'est ça, à force d'en parler, puis on a travaillé ensemble sur quelques livres. Ça a commencé tranquillement comme ça. Puis éventuellement, Vincent connaissait déjà Sylvie Dulac, Simon Dulac. Donc, on a fini par se rencontrer, puis tranquillement, ça s'est fait. Moi, c'est sûr qu'au départ, j'avais peut-être plus d'affinité avec l'illustration. Je me sentais moins à l'aise avec la mise en page, tout ça. Ça s'est développé vraiment au fil du temps. Aujourd'hui, j'aime autant l'un que l'autre. Mais c'est ça, au départ, c'était vraiment, je faisais plus des illustrations pour des couvertures de livres sur mesure, vraiment. Éventuellement, je faisais des illustrations pour l'intérieur des livres. Puis après ça, j'ai fini par faire de la mise en page en tant que tel. Ça ressemble à ça. Super, merci beaucoup. Bon, les présentations sont faites avec un profil, donc, Maryse, très mise en page, graphisme, et un côté un peu plus illustration, effectivement, pour toi, Émilie. Et puis mes questions, vous allez voir, iront en ce sens. Entrons dans le vif du sujet. De quoi parle-t-on quand on parle en fait de graphisme et de mise en page? On avait la semaine passée donc une réviseure. À quel moment est-ce que ça se situe? Je vais commencer avec toi, Émilie. J'imagine que chronologiquement parlant, c'est un peu plus logique. Quand est-ce qu'un auteur vient te voir quand il a besoin d'illustration? Ça peut être. C'est sûr que ça a souvent été pour des couvertures en tant que tel. Au départ, je pense que c'était plus ça. Puis ça peut se faire assez tôt dans le processus parce qu'en tant que tel, le texte n'a pas besoin d'avoir été relu, du moins, pas nécessairement qu'il y ait un gros changement, là. Il n'y a pas besoin d'être relu. Donc, souvent, je commençais l'illustration, puis le livre était encore loin d'être mis en page. Donc, ça, c'est sûr que dans l'ordre des choses, c'est assez tôt. Par contre, je pense à un livre jeunesse que j'ai justement qu'on vient de terminer, dans lequel j'ai fait la mise en page et les illustrations. Puis c'est sûr que là, idéalement, on a eu des fois des petits problèmes parce que le texte continuait d'avoir des modifications dedans, mais ça pouvait aussi affecter la cohérence avec les images qui avaient déjà été faites. Donc, c'est sûr qu'il faut rester cohérent. Je pense que c'est ça qui est le plus important, là. Mais dans les faits, ça se fait quand même assez tôt, ouais, dans le processus. D'accord. De ton côté, toi, Maryse, alors c'est un peu plus précis. De qui est-ce que tu reçois le manuscrit? Comment ça se passe? Quand commence ton travail, en fait? En fait, c'est certain que dans un premier temps, la première chose, le premier instant où j'ai conscience que quelqu'un a un projet, c'est au moment où je reçois un courriel de la part de Sylvie Dulac chez Québec, qui envoie normalement un courriel à moi et à un ou une réviseur, puis nous demande de faire un devis estimatif pour le projet. Dans mon cas, c'est la mise en page, mais souvent, en fait, c'est la mise en page, mais aussi la couverture. Je fais aussi la conception de couverture. Et puis, donc, suite à ça, je vais faire un devis que je vais retourner à Sylvie. Sylvie, elle, à ce moment-là, va prendre les deux devis. En fait, les 3 devis, va prendre le devis de là où la réviseur, de la graphiste, puis le devis d'impression, puis va envoyer les 3 devis à l'auteur. Donc, l'auteur a une idée du processus d'ensemble, des coûts, ce que ça engendre. Puis après ça, une fois que l'auteur a approuvé les 3 devis ou qu'il y a eu des ajustements si c'est nécessaire, le travail commence vraiment avec le réviseur puis l'auteur. Puis moi, j'entre dans le processus au moment où
l'auteur a terminé son travail avec le réviseur, que le manuscrit devient final, vraiment qu'il n'y a plus de retouches. À ce moment-là, moi, je reçois normalement le manuscrit de la part du réviseur pour éviter pour que tout le monde soit sur le même pied et que le manuscrit soit pareil, le même pour tout le monde. Donc, moi, à ce moment-là, c'est là que je prends contact. Souvent, ça va m'arriver de prendre contact avec l'auteur, soit par courriel ou vraiment de vive voix par téléphone. Puis le premier contact, c'est toujours pour demander un peu à l'auteur s'il y a déjà une vision de son livre, s'il y a des idées en tête pour sa couverture, pour l'intérieur, pour s'il y a des préférences. Entre autres, pour la couverture, des fois, c'est des questions aussi simples que de lui demander s'il y a des couleurs qu'il déteste. Parce que s'il y a un auteur qui déteste le rouge, je ne ferai pas sa couverture avec des tons de rouge, c'est évident, là. Donc, j'essaie d'aller avoir le plus de feedback que je peux de la part de l'auteur. Puis des fois, quand les auteurs sont pas, ils n'ont pas vraiment d'idée de départ, ça va m'arriver aussi des fois d'entrer en contact avec la réviseur. Premièrement, parce que c'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus objective, qui a un peu plus de recul, mais moi, je vais la contacter surtout pour qu'elle me parle du livre, en fait, parce que moi, je le lis pas, le manuscrit, je m'occupe du contenant et non du contenu. Donc, je vais demander souvent à la réviseure de me raconter un peu, de me faire un synopsis de l'histoire, ça se passe où, dans quelle époque ou peu importe, dans le cas d'un roman, évidemment, là. Donc, moi, à mesure que je parle à l'auteur puis que je parle à la réviseure, ben, dans ma tête, l'image d'une couverture se fait tranquillement, là. Donc, des fois, les auteurs vont déjà avoir un visuel, alors je vais travailler avec le visuel qui est fourni par l'auteur. Sinon, ben, je vais faire des recherches de visuels qui sont autant que possible gratuits, libres de droit, mais il faut faire attention parce que quand c'est gratuit, des fois, ça peut être quelque chose qui a été utilisé à plusieurs reprises. Donc, il faut faire attention pour que ça soit original, pour que ça peut être un montage que je vais faire. Ça m'arrive aussi parfois, surtout peut-être plus dans les livres... mettons un roman pour adolescents ou un roman jeunesse, des fois, je vais référer les auteurs carrément à Québec, Illustration Québec, parce qu'à ce moment-là, eux, ils peuvent vraiment choisir le style qu'ils aiment. C'est certain que si un auteur va avec un illustrateur qui a énormément d'expérience, c'est sûr que les coûts sont plus élevés, mais souvent, il y a des jeunes illustrateurs comme Émilie qui vont avoir un grand talent puis qui ne sont pas nécessairement connus, puis ce n'est pas nécessairement si dispendieux que ça. Puis ça permet à l'auteur d'avoir une couverture vraiment originale. Il n'y en a pas deux comme ça, là, puis, donc, c'est un peu ça, le premier contact avec l'auteur, c'est un peu ça. Ça ressemble, je pense que, ouais, c'est ça. Et effectivement, oui, c'est une bonne précision. C'est un passage de témoin en fait qui se passe entre la réviseur ou le réviseur et le graphiste. Puis c'est pas simplement un passage de témoin, il y a parfois de la communication. Parce que nous, de notre côté, en tout cas, chez Bouquinbec, ce qu'on vise vraiment, c'est de créer une équipe de publication autour de l'auteur pour l'accompagner tout le long. Et il y a effectivement des appels, des courriels, de la communication, en tout cas, entre tous les acteurs du processus de publication. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait savoir? Qu'est-ce que ça n'implique pas le graphisme? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles les auteurs s'attendent et qui ne font en fait pas partie de votre travail? Mon Dieu, attends un peu. J'ai pris quelques notes pour ne pas perdre. En fait, honnêtement, des fois, il y a des auteurs qui s'attendent à ce que le graphiste ou la graphiste s'implique au niveau, comme je disais tantôt, du contenu. Mais moi, le contenu, je ne lis. En fait, souvent, quand je monte un roman ou quelque chose comme ça, je vais le lire en diagonale pour mieux comprendre. Ou peut-être plus un livre où il y a du visuel. C'est certain que si je fais un livre jeunesse, il faut que je lise le texte pour pouvoir voir ce qui va avec les illustrations qui vont avec les images. Mais je ne m'impliquerai pas dans le texte du livre, du roman ou du livre jeunesse. Par contre, si je vois une erreur, une coquille ou peu importe, je vais lever le drapeau pour dire qu'il y a quelque chose. Puis des fois, je vais donner mon peut-être un peu ma vision de la chose par rapport à la mise en page, mais pas par rapport à l'histoire. Je n'interviendrai pas dans le contenu là, comme tel.
Fait que de mon côté, c'est un peu ça. C'est ça, je vais laisser Émilie dire aussi si elle a quelque chose à ajouter, là. Ben, en illustration, je dirais, il y a tellement de communication qui se fait parce que, bon, c'est du visuel, puis les gens ont des fois leur vision très claire de ce qu'ils veulent. Puis pour moi, c'est pas toujours évident de le saisir. Des fois, c'est un point de vue. C'est sûr que je pense que les seuls problèmes que j'ai eus, c'était souvent par rapport à ça. Là, je pense qu'il faut avoir dessiné beaucoup pour comprendre que tout n'est pas possible. On peut tout dessiner dans la vie, mais il y a des points de vue qui sont impossibles. Que si je dessine un truc avec un point de vue, une perspective spécifique, on ne pourra pas nécessairement voir au-delà de ça. Puis là, les gens voudraient tout voir dans une image. Puis des fois, je dois simplement leur expliquer que je peux le dessiner, mais ça va faire aucun sens. Les gens vont dire, mais je comprends pas ce que je vois. Donc, il y a ça. Sinon, à quoi il ne faut pas s'attendre? La seule chose qui me vient en tête, c'est sûr que si vous demandez une image faite sur mesure, une illustration faite sur mesure, vous dites, moi, c'est ce que je veux voir. Vous savez que ce ne sera pas jamais vu ailleurs parce que ça a été fait pour vous. On m'avait déjà demandé, est-ce que tu peux faire l'illustration, puis si je l'aime, je vais la payer. Ça fonctionne pas vraiment parce que cette image-là, moi, je peux pas la réutiliser. Elle était pour la personne en particulier, donc c'est un engagement. Donc, c'est la seule chose qui me vient en tête. D'accord, merci bien. Je vous propose peut-être qu'on montre quelques images. À présent, ça va peut-être être plus parlant. Émilie, tu parlais justement de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Est-ce que tu aurais quelques exemples sous le coude de croquis, d'illustrations d'un projet? Ben oui, en fait, peut-être que ça va aussi un peu chevaucher, guider des étapes. Je ne sais pas si c'est problématique, là, des étapes pour arriver à une illustration, mais tout à fait. Donc, ce que je peux faire, je vais partager mon écran. Vous devriez être capable de voir Oui. ce que je vais vous montrer. Mais avant, je vais juste vous expliquer un peu c'était quoi la mise en situation. Donc, c'était pour un livre, c'était des illustrations style croquis fusain pour l'intérieur d'un livre. Donc, c'est un recueil de nouvelles. Puis, il y avait 4 illustrations, donc, pour certaines des nouvelles. Puis l'auteur m'avait quand même bien décrit qu'est-ce qu'il voulait voir. Donc, on avait, je veux voir un personnage, une dame âgée sur le coin qui regarde un parc d'amusement. Donc, c'est à peu près les éléments que j'avais. C'est sûr que pour moi, c'est important de savoir les éléments les plus importants. Après ça, je me donne une certaine marge de manœuvre. Là. Des fois, je vais rajouter des petites choses comme ça, mais ça, c'est la première étape. Puis, ce que je faisais, c'est que je leur envoie toujours, je vais vous montrer, un croquis, ce que moi, j'appelle un croquis préliminaire. Là. Donc, puis à chaque fois, j'avertis toujours mon client, je dis, c'est paniquez pas, c'est pas beau, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour me faciliter la vie, parce que c'est rapide à faire. Puis je place les éléments, puis je parlais de point de vue tantôt, c'est là où on peut voir, quel point de vue on va prendre. Puis dans ce cas-ci, c'est ce que j'essayais de voir avec l'auteur, c'est quel point de vue, est-ce qu'on est plus éloigné, est-ce qu'on est plus proche? Puis j'avais fait deux croquis très rapides pour lui montrer ça. Je présume que ça va fonctionner. Voilà. Oui, très bien. Alors, voilà. Donc, il y avait 2 croquis. Il y avait celui-ci, on voit, c'est loin d'être beau. On comprend quand même, il y a un personnage sur le coin, un chemin, un parc. On comprend qu'il y a certains éléments qui sont faciles à comprendre. Puis il y avait celui-là où là, le point de vue était plus éloigné. Puis en fait, c'était pour lui montrer un peu qu'est-ce qui était possible de faire parce que si on veut bien voir le parc, il faut être plus éloigné, etc. Donc, quand je parlais que tout n'est pas possible, c'était un peu ça. Il fallait enlever quelque part pour ajouter ailleurs. Et bon, là, je vais passer quelques étapes parce que vous allez voir le résultat final qui a donné ceci. Et là, dans ce cas-ci, il avait choisi finalement le point de vue plus rapproché parce que l'important pour lui, c'était le personnage.
Puis évidemment, je ne suis pas arrivée avec ça tout de suite, là. Je suis arrivée avec un croquis beaucoup plus peaufiné, sans couleur, sans rien, c'est-à-dire aucune nuance de gris ou quoi que ce soit. Puis tranquillement, ben là, j'ai pu, une fois que le croquis peaufiné a été approuvé, là, j'ai pu me lancer dans vraiment le détail, l'ombrage, etc., les teintes de gris. Puis après ça, on a joué un peu sur les couleurs, mais rendu là, normalement, il n'y a plus de changement parce qu'une fois que le croquis a été approuvé, là, puis que je me lance dans la couleur, il faut idéalement pas que quoi que ce soit change. Donc voilà, ça, c'est un des projets. L'autre projet que j'ai eu qui vient d'être terminé, c'est un livre jeunesse que j'ai illustré et mis en page. Donc, j'ai eu le OK, là, il est à peine, je ne sais même pas s'il est encore imprimé, mais bon, j'ai eu le OK de l'auteur pour vous montrer quelques petits croquis. Dans ce cas-ci, c'est un peu différent parce que c'est une histoire, puis il y a des personnages qui sont récurrents. Puis quand on a des personnages qui sont récurrents, pour moi, c'est très différent parce qu'il faut trouver une cohérence dans ce personnage-là. Il faut qu'on le reconnaisse d'une scène à l'autre, mais il y a une recherche aussi à faire au départ pour savoir de quoi il va avoir l'air, ce personnage-là. Donc, la première chose que j'avais fait, on avait échangé plusieurs courriels, plusieurs images pour savoir qu'est-ce qu'elle aimait. Puis une fois que j'avais vu ces choses-là, ben, je suis arrivée avec un petit 4 exemples. Bon, des yeux différents, une forme de visage différente. Encore là, c'est très préliminaire, c'est juste pour voir qu'est-ce qui lui plaisait le plus. Parce que des styles de dessin, il y en a beaucoup, là, ça, c'est infini. Et puis, une fois que j'avais eu son OK de ce qu'elle préférait, j'avais pu peaufiner encore, puis on est arrivé avec ce résultat-là pour l'un des personnages. Une fois qu'on a ce personnage-là, ben, il reste qu'il faut trouver bon, ce qu'on appelle la planche de couleurs, si on veut. Là, on a pu commencer à regarder. Bon, ça, c'est plus pour moi parce que c'est pour que d'une image à l'autre, j'ai toujours les mêmes couleurs. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que, ici, là, ce que vous voyez là, quand c'est plus foncé, les ombrages, puis quand c'est éclairé. Bon, ça, l'auteur n'a pas besoin de le savoir, mais pour moi, c'est quand même... il faut absolument que j'ai cette espèce de petite planche de couleurs-là pour que ce soit toujours pareil. Puis, on avait vu ce personnage-là, qui était un des deux personnages. Ensuite de ça, là, le travail des images en tant que tel a pu commencer parce que, bon, là, on avait des scènes à faire. Et là une fois que j'avais les personnages, j'ai pu commencer à faire ça. C'en est une des scènes. Il y avait 2 personnages, donc ça, c'est l'autre personnage. Donc ça, c'est une des scènes. Évidemment, on a fait le même processus de croquis préliminaire pour placer les personnages. Ensuite de ça, ça a été peaufiné. Ensuite de ça, les couleurs ont été ajoutées. Puis cette image-là a été aussi utilisée pour la couverture par la suite qui a donné ceci. Donc, c'est un peu les étapes, là, finalement, de cette procédure. Voilà. Je suis de retour. Ah oui, donc ouais, on comprend bien que ça donne lieu en fait à plein d'échanges avec l'auteur. Il y a énormément de... Oui, constamment. C'est surtout, surtout au début parce que bon, on veut, une fois que le personnage est créé, après, c'est vraiment plus facile. Créer le personnage, c'est quand même long. Puis on sous-estime un peu ce travail-là. Là, c'est particulier parce que c'était un personnage qu'on revoyait beaucoup. Puis c'est ça, c'est important de faire cette recherche-là. C'est une recherche que l'auteur peut faire aussi par lui-même. Des fois, il y en a qui peuvent arriver avec déjà une idée très claire de leur personnage. Dans ce cas-ci, on ne savait pas, on cherchait un peu toutes les deux. Là. Donc, mais oui, constamment, on est en train d'échanger sur des choses. Puis dans ce cas-ci, les échanges étaient toujours très, très, très pertinents. J'ai envoyé un croquis, puis ensuite de ça, on changeait quelques petits éléments, puis on se posait toutes les deux beaucoup de questions là, sur comment rendre ça le plus clair possible, puis ça a super bien été. Là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, qu'un auteur arrive avec, je ne sais pas, la photo de quelqu'un il veut imiter en dessin un peu un personnage réel? Non, c'est pas encore arrivé. J'ai dû faire un chat éventuellement à un moment donné, à partir d'une photo d'un chat. Donc ça a été un peu plus compliqué parce qu'il fallait que je change l'angle du chat. La photo avait été prise d'au-dessus et là, il fallait que je le fasse de face. Donc, ça avait été un peu plus complexe, mais de personne, non, ça m'est jamais arrivé. D'accord, pas encore. Merci beaucoup, merci pour... Oui. Si je peux ajouter, parce que là, j'écoutais Émilie parler, puis ça me fait penser, ça amène des idées dans ma tête.
peut-être pas du point de vue des illustrations, mais quand tu demandes ce à quoi les auteurs peuvent s'attendre et ne pas s'attendre, au niveau des images, souvent, ça arrive que les auteurs vont aller chercher des images sur Internet en disant, moi, je veux cette photo-là. Faut comprendre que quand une image est disponible sur Internet, ça ne veut pas dire, un, qu'elle est libre de droit. Deux, ça ne veut pas dire qu'elle est gratuite. Et trois, il ne faut pas s'en servir. Ça peut arriver des fois quand on trouve une illustration ou une photo ou peu importe. Puis quand je trouve qui a pris la photo, je peux contacter la personne pour lui demander la permission de l'utiliser, soit en la payant, des fois, la personne va juste avoir de la visibilité puis elle va accepter de la laisser gratuitement. Ça, c'est une chose. Donc, mais la plus importante, je pense, c'est vraiment la qualité des images. Parce que des fois, il y a des auteurs qui vont aller chercher une photo qui est grosse comme ça, mais ils veulent l'avoir sur la couverture gros comme ça. C'est certain qu'il ne faut pas s'attendre, si on a une image de départ qui n'est pas de qualité, on ne pourra pas faire de miracle. Quelque chose qui n'est pas de qualité va rester pas de qualité, même si moi, je tente de l'améliorer, il n'y aura rien à faire. Ouais. Donc, il y avait ce côté-là. Puis quand Émilie parlait aussi d'un personnage qui est récurrent, c'est un peu la même chose quand des auteurs, des fois, écrivent un livre puis ils me disent je veux faire une trilogie. Je veux avoir mon roman, ça va être une trilogie. Mais dans ce temps-là, quand c'est une trilogie, c'est très important que l'auteur ait quand même une vision premièrement, les titres de ces autres romans autant que possible. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident parce que des fois, ça se fait sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Mais d'avoir le plus d'informations possible parce que moi, quand je vais faire la conception de couverture, mon optique est complètement différente parce qu'il faut que je fasse une conception de couverture qui va s'adapter à travers les tomes parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une constance, qu'il y ait un fil d'Ariane entre chaque tome d'une trilogie. Par exemple, la couleur. Je peux choisir de mettre des titres. Je vais choisir une palette de couleurs qui est beaucoup plus élargie que juste, mettons, je ne sais pas, moi, la couverture est marine ou d'un vert profond. Ben, peut-être que si c'est une trilogie, je vais en mettre une marine, un vert profond, puis un autre qui va être noir ou une couleur. Mais tu sais, il va falloir que je choisisse une palette qui s'harmonise bien pour que ça va du début de la couverture jusqu'à l'épine dans le côté, qui est le dos du livre qu'on voit quand c'est dans une bibliothèque. Puis, ça me fait penser juste une petite parenthèse. Les épines de livres, souvent, les gens ne réalisent pas, mais il y a un sens à mettre le texte. Habituellement, quand un livre est en français, on va lire l'épine comme ça, tournée vers la droite. Donc, la couverture va toujours être à notre droite. Mais en anglais, c'est l'inverse. Quand on fait un livre en anglais, ça va se lire de haut en bas, en fait. Oui, c'est ça. Puis en français, ça se lit de bas en haut. C'est un détail qui est quand même assez important. Puis on le voit quand on a plein de livres dans une bibliothèque. C'est toutes ces choses-là, en fait, c'est tous ces petits détails-là qui font la différence entre faire affaire avec quelqu'un qui est professionnel ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Des fois, il y a des graphistes qui sont très bons dans leur domaine, mais l'édition, c'est assez particulier. Moi, comme graphiste, je ne fais pas de web, je ne me risquerais pas à faire un site web pour quelqu'un alors que ce n'est pas ma spécialité. Donc, à chacun sa spécialité. Là. Fait que c'est ça. Pour une trilogie, par exemple, il faut vraiment faut penser un peu à l'avance. Là. Oui, effectivement, que des bonnes précisions. Oui, les graphistes, effectivement, que nous avons dans notre équipe sont des graphistes spécialisés pour les livres. Et c'est effectivement pas tout à fait le même métier que du graphisme pour le web, effectivement. Toi, de ton côté, Maryse, est-ce que tu pourrais nous montrer également un exemple concret, ce à quoi ressemble ton travail de mise en page? En fait, j'avais prévu montrer une couverture, mais plus à la fin. Oui. Je sais que dans les questions que tu voulais demander, il y avait des... Gardons-la pour la fin, alors. Processus de couverture, mais oui, à la fin, je vais montrer une couverture parce que je veux montrer, en fait, l'ensemble d'un processus de création que j'avais fait avec une auteure, puis c'était un projet qui lui tenait très à cœur, fait que je vais le garder pour la fin. On va garder ça pour le dessert, alors. Bonne idée. Mais par contre, tu sais, quand tu demandes à quoi un auteur peut s'attendre et pas s'attendre, je veux juste faire une petite parenthèse aussi. Quand on fait des soumissions, des fois, il y a des prix qui ne sont pas nécessairement inclus.
parce qu'on ne peut pas deviner. Tu sais, je ne peux pas deviner, moi, s'il va y avoir beaucoup de corrections ou des choses comme ça. Puis aussi parce que chaque auteur est différent et on s'adapte aux auteurs. Moi, je vais, tu sais, comme je disais tantôt, au début, je vais contacter l'auteur. On peut passer 1 heure. Des fois, ça peut mettre 1 heure et demie à discuter. Mais par la suite, quand c'est un livre un peu plus technique ou, tu sais, bon, soit que le prix va se refléter dans dans le prix à la page, mais ça va arriver des fois que je vais proposer à l'auteur une banque d'heures qui va être souvent la moitié de mon tarif, mais pour prendre plus de temps, parce que je veux pouvoir écouter ce que l'auteur a envie de partager avec moi, mais c'est évident, parce qu'il y a des auteurs, des fois, qui ont besoin ça peut être au bout du compte, ça peut être un 20-25 heures. J'ai déjà passé 25 heures avec un auteur à peaufiner toutes sortes de choses. Il y avait ajouté des images, bon, tout ça, là. Fait que c'est sûr qu'en cours de route, ben, on tient l'auteur au courant du processus, là, parce que c'est sûr que moi, je peux pas, ben, je pense pas que personne peut se permettre de donner non plus 20 heures sans le calculer à quelque part, là. Donc, ça, c'est certain qu'un auteur ne peut pas s'attendre à... Si on part d'un devis X puis qu'il y a des choses qui s'ajoutent, ben c'est certain qu'à un moment donné, il va falloir comptabiliser. Mais habituellement, comme tu dis, c'est de la communication tout le temps, là. Donc, c'est ça. Parfait, parfait, merci. Je propose que nous abordions la question maintenant du délai. Combien de temps est-ce que ça peut prendre de faire un projet comme ça, que ce soit en illustration ou en mise en page? Qu'est-ce que toi tu observes de ton côté, Émilie? C'est vraiment du cas par cas, autant dans la mise en page que dans l'illustration, là, pour avoir fait les deux. Euh, c'est ça, qu'est-ce qui affecte le plus la durée de temps? Ça va être le style de dessin, par exemple. Je vais faire ça extrême, là, mais c'est comme si il y a quand même une grande différence entre faire un dessin, ce que j'appelle du réaliste là, ou du semi-réaliste, là, donc du dessin qui est très, très proche de la réalité. Là, faut vraiment mettre beaucoup, beaucoup de temps là-dessus pour que ça ait l'air vrai, pour que tout soit conforme à la réalité. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Versus un dessin, par exemple, plus enfantin, cartoon un peu, pas vraiment d'ombrage, où là, les formes peuvent être ça peut être un peu difforme, c'est pas grave parce que ça fait partie du style. Ben là, c'est pas du tout le même temps, c'est pas du tout le même prix non plus, donc on peut jouer avec ça. Donc, dans la durée de temps, ça, c'est une des choses qui peut affecter. Puis ensuite de ça, ben, c'est sûr que le nombre d'éléments qu'on va retrouver sur l'illustration, si vous me dites, ben, je veux voir ma famille de 10 personnes avec leurs animaux de compagnie, ben là, ça va peut-être prendre un moment. Mais si c'est juste un personnage, un décor assez flou, ou peu importe, ben là, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous avez en tête. Puis, ce serait étonnant là, que j'y mette un mois. Là. Donc, on parle souvent là, je pense que les illustrations de jeunesse que j'ai fait récemment, pour une illustration, là, quand on parle du croquis vraiment, là, ça pouvait prendre 1 semaine parce qu'il faut tout le temps avoir le temps que l'auteur me confirme que c'est bon, etc. Des fois, il y a un peu de délai, là, mais ça fait partie de ce travail-là. Donc, on peut s'attendre à 1 semaine. Ça, c'est si je commence au jour 1, ben c'est ça. Tout dépend tout le temps de la liste d'attente, là, mais c'est ça. Généralement, on peut s'attendre à 1 semaine, à moins que ce soit du dessin vraiment très simpliste. Là, ça se fait quand même bien. Oui, effectivement, c'est une bonne précision aussi, en général, dans le processus, parce qu'il prend du temps, c'est ce processus de communication, d'attendre les réponses, parce Oui, que puis... rien ne se fait sans que l'auteur en soit averti, en soit informé. Exactement. Puis des fois, ça crée des délais quand même assez considérables parce que moi, j'ai appris à mes dépens que là, c'est plus en fait, non, c'est autant dans les mises en page que dans l'illustration, mais des fois, je pensais gagner du temps en me disant, je suis pas mal sûre que la personne va approuver, fait que je vais aller de l'avant. Et là, je vais faire toute la mise en page dans ce style-là, ça va être parfait. Bon, finalement, je reçois un courriel qui me dit ouais, non, je voudrais que ce soit écrit plus gros ou on enlève ça.
Bon, puis là, je me dis, ben oui, j'aurais dû attendre d'avoir l'approbation. Donc, oui, c'est ça, c'est important de prendre le temps de toujours, on s'informe toujours à l'auteur là, sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est correct ou pas. Oui, le but étant vraiment, oui, effectivement, de faire, d'arriver à faire le livre que l'auteur a en tête et dont il rêve. Oui. De ton côté, toi, Maryse, si on parle de délai, quel est le délai moyen, entre guillemets, que tu observes dans tes projets? En fait, comme Émilie dit, ça dépend beaucoup du temps dont dispose la réviseur. La graphiste, ça dépend combien j'ai de projets en même temps. Ça dépend de la complexité du projet aussi. Comme Émilie disait tantôt, qu'elle avait fait toute la mise en page, puis que finalement, ce n'était pas ça. Des fois, quand je vois que ça va être un livre, si on parle par exemple de la couverture, je vais faire des maquettes que je vais présenter à l'auteur, puis après ça, on les peaufine ensemble. Pour ce qui est de l'intérieur, si c'est un roman, souvent, je ne fais pas de maquette, à moins qu'il y ait des particularités, là, mettons des ouvertures de chapitres que l'auteur veut quelque chose de particulier. Là. Mais quand il y a plusieurs niveaux de titres, des choses comme ça, à ce moment-là, je vais préparer une maquette de peut-être 4-5 pages qui contient tous les niveaux de titres. S'il y a, mettons, des tableaux, là, je vais faire des tableaux types. S'il y a des graphiques, je vais faire un graphique type pour que l'auteur voit la grosseur de la typo, justement, est-ce que c'est correct, c'est pas bon. Puis souvent, quand je fais des maquettes comme ça, ce que je conseille aux auteurs, c'est de toujours imprimer. Parce que ce qu'on voit à l'écran peut nous paraître très bien comme grosseur de texte. On l'imprime, puis c'est plus ça du tout. Donc, des fois, je vais en voir. Puis là, c'est là qu'on peaufine. Là. Mais là, on parle, souvent, ce processus-là, c'est pas pour un roman. Là. Ça va être pour des livres qui sont un peu plus consistants, plus techniques. Par exemple, les livres jeunesse, c'est très, très, très important, la grosseur de la typo, là, parce que la grosseur de la typo et le choix de typo, je te donne un exemple. Mettons des enfants qui sont entre 3 et 6 ans, la forme du A est importante parce que le A rond, là, les enfants vont le comprendre. Mais si tu as le A plus avec l'espèce de queue en haut, là, c'est des caractères que normalement tu n'utilises pas pour des jeunes parce que c'est juste une question de faciliter la lecture. Donc, c'est tout des petits, comme je disais encore tantôt, c'est plein, plein de petits détails comme ça. Des fois, par exemple, les auteurs vont vouloir avoir une police de caractère qui est fantaisiste. Et souvent, c'est comme, j'essaie beaucoup de tempérer là-dessus parce que ce qui prime avant tout, c'est vraiment la facilité de lecture. C'est pas que, tu sais, les polices fantaisistes et tout ça, on va les utiliser pour peut-être des fois les titres ou la couverture un peu. Mais en même temps, dans un livre, quand il y a plus que 3 polices de caractère, ça commence à être un petit peu beaucoup. On parle de l'effet pizza, là, ça commence à être tellement complexe. En fait, l'effet, ce que ça fait, c'est qu'on perd totalement, le lecteur va perdre l'intérêt, premièrement, et le choix de typo aussi va diriger le lecteur. Donc, si c'est trop complexe, le lecteur ne sait plus pour regarder. Il ne saura plus si les niveaux de titre ne sont pas de la bonne grosseur ou que c'est toutes des polices de caractères différentes. La lecture va vraiment être diminuée, là, la facilité de lecture. Oui, ça c'est un point très important, effectivement. Il arrive de temps en temps, voire régulièrement, que des auteurs arrivent avec un document Word et déjà fait des choses et choisi des polices, des caractères. Ouais. Ça, on le dit, on le répète et on va le redire encore aujourd'hui. Sachez vraiment que Word n'est pas un logiciel de mise en page. C'est un logiciel de traitement de texte, mais malheureusement, ne passez pas trop de temps là-dedans parce que ce n'est pas du temps utile. Les graphistes travaillent avec des outils professionnels et c'est eux vraiment qui vont se charger de faire un beau livre qui respecte les normes et les standards de l'édition. Mais c'est vraiment pas avec Word qu'on peut faire ça. Non. Puis si je reviens, en fait, à ta question première, là, si je reviens à la question, quand tu parles de délai, je te dirais que pour une première mise en page, parce que tantôt, on va parler, je sais qu'on va aborder les étapes, là, vraiment une à une, mais je te dirais que pour une première épreuve, non, je parle, mettons l'ensemble d'un roman, là,
ça peut aller à, je dirais, peut-être autour de 2 mois. Là. Comme je dis, ça dépend vraiment à quel point la réviseur est occupée, la graphiste est occupée, tout ça. S'il y a des illustrations, s'il faut les faire faire, s'il y a des photos à être prises, plein de choses comme ça. Mais si je peux conseiller quelque chose aux auteurs, c'est qu'admettons qu'un auteur planifie d'être présent au Salon du Livre de Montréal, par exemple, qui est au mois de novembre, ben c'est certain qu'on ne commence pas le projet au mois de septembre. Il faut penser au printemps, je dirais, là, pour être vraiment prévoyant, au printemps, parce que là, le mois de novembre, ça paraît loin, mais quand on arrive à l'été, il y a les vacances de tout le monde, il y a des congés, il y a des impondérables toujours. Puis, l'auteur est mieux, s'il veut vraiment avoir son livre pour le Salon du Livre, ben, on peut prévoir que le Salon du Livre, habituellement, c'est à la mi-novembre, celui de Montréal. Donc, si l'auteur va avoir vraiment son livre et ne pas arriver roche au Salon du Livre, bien, je dirais qu'il faut être prêt au début novembre minimum, là, imprimé ou à peu près. Là. Donc, si on recule puis que chaque personne prend quelques semaines, ben, il faut calculer plusieurs mois là, au bout du compte. On est toujours mieux de se prendre à l'avance que trop tard. Puis, en même temps, au bout du compte, ça fait un produit de meilleure qualité. Là, puis, par rapport à ça, ben, quand on pense qu'un auteur peut prendre des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour écrire un livre, ben, toutes les dernières étapes sont tout aussi importantes que d'avoir écrit le livre. Alors, si on dépense beaucoup d'énergie à écrire un livre pendant 2 ans, ben, il ne faut pas négliger les dernières étapes. C'est très important. Parce que le contenu est important, mais la présentation du livre est importante. Comme je disais tantôt, la facilité de lecture, bon, tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en considération. Là. Donc, il n'y a pas de... Comme pour les prix, il n'y a pas une réponse toute faite. Ça dépend vraiment de l'occupation de chacun, du projet, c'est ça. Tu vas justement au-devant de ma question d'après. J'allais aborder la question des coûts. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite, mais alors est-ce qu'on pourrait peut-être aborder le sujet? Quels sont les paramètres en fait qui font varier le prix? Qu'est-ce qui peut faire qu'un projet coûte plus cher qu'un autre? Ben, je dirais que, bon, c'est sûr qu'il y a la complexité du projet. Si, comme quand je parle d'un livre technique, c'est pas technique nécessairement hyper complexe, mais dès qu'on parle de plusieurs niveaux de titres, qu'on parle d'insérer des graphiques, est-ce que les graphiques sont faits? Des fois, les auteurs vont faire les graphiques dans Word, mais souvent, moi, je vais les retoucher, les graphiques, pour les adapter à la mise en page, les adapter au format. Donc, ça, c'est toutes des choses, des graphiques, des tableaux, des niveaux de titres, des illustrations. Qu'est-ce que je pourrais... en fait, c'est toutes des choses qui vont faire varier le prix. Mais en parlant de prix, des fois, si je peux me permettre, il y a des auteurs qui vont dire des fois, ben, je vais sauter cette étape-là ou sauter cette étape-là. C'est vrai que des fois, au bout du compte, ça va coûter moins cher, mais des fois, ça va coûter plus cher. Tu sais, exemple, des fois, il y a des auteurs qui vont dire, ben moi, je n'ai pas les moyens de me payer un réviseur ou je connais quelqu'un qui va le corriger, comme un peu Lichic Lina avait abordé le sujet la semaine passée un peu. Là, je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus. Mais des fois, si, par exemple, votre manuscrit n'est pas révisé par un professionnel, bien, c'est possible qu'au bout du compte, parce qu'au minimum, on suggère de faire une lecture sur épreuve, une fois que le livre est monté, une première épreuve, un premier jet, là. Mais si le manuscrit n'a pas été bien révisé, bien, ça implique qu'il y aura probablement plus de corrections à la 2e et 3e épreuve. Donc, plus on ajoute des preuves, plus c'est du temps, plus c'est des coûts. Parce que c'est sûr que ce n'est pas tous les graphistes qui travaillent de la même façon. Mais moi, d'expérience, maintenant, j'inclus une épreuve. Parce que, comme j'ai dit, je ne peux pas deviner. Je peux pas. Je pourrais inclure 3 épreuves dans mes prix, par exemple. Mais si la personne n'a pas fait réviser son manuscrit, eh ben moi, je vais me ramasser avec une 2e épreuve qui est rouge à chaque page. Tandis que si la personne a fait réviser son manuscrit, ben, je vais avoir, sur les 200 pages, je vais avoir 60 demandes de correction et non 250. T'sais. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui font varier le prix. Mais je pense que, comme j'ai dit tantôt, avec l'énergie qu'on met pour écrire un livre, ça vaut la peine de ne pas brûler les étapes, je pense.
Toi, de ton côté, Émilie, j'imagine que c'est plus la variable du temps que ça va prendre. Oui, puis tu sais, dès le départ, on s'entend sur qu'est-ce qui devrait apparaître sur l'illustration. Donc, c'est facile pour moi d'avoir une bonne idée là, du prix. Puis ensuite de ça, s'il y a des surprises, ben, c'est parce que l'auteur décide soudainement d'ajouter quelque chose, ce qui est déjà arrivé. Là. Et là, dans ce temps-là, j'ai pas le choix de dire, ben, je m'excuse, mais moi, la soumission que j'ai faite, c'était pour ce projet-là, ce que moi, c'est ce que je pensais faire, donc le prix était en lien avec ça. Donc, c'est sûr que s'il y a des éléments qui sont ajoutés, puis que ça n'arrête pas, puis ça s'ajoute, ou soudainement, là, on change de point de vue. Ah, c'est les mêmes personnages, ouais, mais tout est différent, là, donc c'est sûr que là, ça peut affecter le prix, là, mais normalement, on s'entend dès le départ pour éviter ces choses-là. Oui, et puis avec votre expérience et puis le nombre de projets que vous avez fait, de toute façon, je suppose que vous observez ça. En général, l'estimation que vous faites à la base est assez proche de finalement ce que le projet nécessite comme travail. Oui. Ben, on essaie autant que possible, mais tu sais, comme je disais tantôt, c'est certain qu'il y a des étapes du travail que je peux difficilement calculer. Tu sais, un auteur me demanderait, par exemple, d'inclure le traitement d'image, par exemple. Ben, c'est difficile pour moi d'inclure dans mon prix le traitement d'image parce que je sais pas quelle est la qualité des images, qu'est-ce que je devrais retoucher. Par exemple, des fois, j'ai un auteur qui avait fait un livre pour sa famille avec énormément de photos. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de retouches photos à faire. Donc, une photo à retoucher, des fois, ça peut être des vieilles photos que je vais enlever toutes les graphings, mais ou ça peut être des fois seulement la calibration d'image, parce que mon rôle aussi comme graphiste, surtout quand il y a des photos, c'est de m'assurer que les photos sortent bien à la fin. Tu sais, qu'il n'y en a pas une qui est jaunâtre, l'autre est bleue, l'autre est rose, que les teintes varient. Là. Ça fait partie de mon travail aussi. Mais c'est ça. Oui, merci. Ben, si je peux ajouter quelque chose, c'est par rapport à la mise en page. Là, les moments où moi j'ai vu des grosses différences entre ce que j'avais, le prix que j'avais donné au départ et le prix au final, là, c'est quand des fois il y a des ajustements parce que quand je reçois un manuscrit, ben, quand je reçois un fichier Word, pour faire la soumission, ce que je fais, c'est que je fais un genre de test rapide. Je prends le texte puis je le mets dans un format, par exemple, 6 par 9. Parce qu'évidemment, le fichier Word, lui, est en 8,5 par 11, donc ça ne fait pas du tout le même nombre de pages. Là, si l'auteur se dit, bah, ben, j'ai 50 pages dans mon fichier Word, ce ne sera pas un gros livre, mais on le met dans du 6 par 9, puis là, soudainement, oups, ça vient de doubler. Donc, ce que je fais pour avoir une bonne idée du nombre de pages, c'est que je vais sans faire aucun vraiment rien par rapport à la beauté du texte ou quoi que ce soit, là, je vais juste le mettre dans mon programme pour voir bon, combien de pages il me donne en 6 par 9. Puis je mets toujours la grosseur, la grosseur d'écriture au point 12, parce que je me dis, bon, c'était le standard. Fait que ça me donne une idée. Là, ça change parce que des fois, les gens, ils écrivent dans Word en 14. Là, ça donne un texte un peu plus long. Quand il arrive, oh, finalement, j'ai moins de pages que ce que je pensais. Puis bon. Là où je voulais en venir, c'est que les fois où j'ai eu des surprises, c'est surtout parce que des gens ils me demandaient ah, peux-tu agrandir le point d'écriture ou me mettre des espaces entre chaque paragraphe Et là, ça fait de la page là, au bout du compte. Là. Donc, ou des fois, il y en a qui vont changer de format. Ils vont dire ben, je voudrais un format plus petit finalement. Ben, ça aussi, là on vient d'élever beaucoup le nombre de pages. Et ça, sur le coup, moi, quand j'ai fait ma soumission au départ, j'avais un nombre de pages que j'estimais. Puis ensuite de ça, le nombre de pages à imprimer a été, le prix pour l'impression a été basé là-dessus. Donc, c'est sûr que si ça change après que j'ai fait la soumission, puis que le nombre de pages augmente, c'est sûr que le prix d'impression va augmenter aussi. Donc, ça, c'est vraiment les seuls moments où j'ai vu une différence assez flagrante là, dans les prix. Un petit détail qui est plus technique, là, que des fois les gens ont peut-être de la misère à saisir, c'est que, par exemple, pour un roman, quand on a un roman qui a 3, 4, 450, 500 pages, ben, une des choses qui fait partie de notre travail aussi, ça a l'air simple, là, mais c'est de décider des marges.
Parce que, tu sais, des fois, il y a des graphistes qui vont faire des marges extérieures, par exemple, qui sont très petites. Bien, ce qui fait que quand on tient le livre, nos doigts sont sur le texte. Souvent, on n'y pense pas. L'autre chose, les marges intérieures, quand plus un livre est épais, plus la marge intérieure doit être grande, parce que quand on ouvre notre livre, sinon le texte est comme dans la courbe de la page. Donc, c'est tous des détails qui vont faire aussi que ça va augmenter. C'est ça. C'est tous les détails qui font que ça justifie le travail d'un graphiste. Puis pourtant, c'est un détail, les coupures de mots, il y a toutes ces choses-là qu'on travaille conjointement avec les réviseurs, avec l'auteur et tout ça. Oui, intéressant, effectivement. Oui, des détails dans tous les coins. On a pas mal parlé là. Le diable est dans les détails. Toujours. On a pas mal parlé de livres imprimés. J'aimerais qu'on aborde la question du livre numérique et qu'on brise peut-être un peu un mythe parce que certains s'imaginent parfois que c'est très simple de générer un livre numérique, qu'il existe peut-être, je ne sais pas, un logiciel dans lequel on met le texte et ça sort en livre numérique. Peux-tu, Maryse, nous expliquer un peu comment se fait un livre numérique? Je voudrais tellement que ça soit vrai qu'on met ça dans une machine. Et que... En fait, si je peux expliquer un peu les livres numériques, ce que c'est un livre numérique, quand on dit numérique, là, on ne parle pas de PDF. Parce qu'un PDF, en fait, oui, c'est une version numérique d'un livre, mais c'est une version qui est fixe, qui est statique. On ne peut pas grossir les caractères pour lire sur une tablette. Ça va bien sur des ordinateurs, mais quand on arrive sur un téléphone ou sur une tablette, c'est autre chose, là. Mais un livre qu'on appelle un livre EPUB, qui est lisible sur tablette, on va pouvoir, c'est ça qui fait, j'imagine que la majorité des gens ont déjà lu un livre numérique, là, ça permet de pouvoir grossir les caractères, bon, tout ça. C'est plus flexible. C'est plus flexible en lisant sur une tablette, mais je dirais qu'au niveau de la flexibilité, ça s'arrête à peu près là. Parce qu'en fait, un livre numérique, ce que c'est comme un site Internet, mais dans un contenant. Parce que c'est structuré très, très semblable à un site Internet. Et puis, donc, il faut connaître le code, il faut connaître un peu HTML, CSS, il faut s'y connaître techniquement. Puis, l'autre chose aussi, ce que j'explique souvent aux gens, parce que les gens vont me dire, ben moi, je veux un livre numérique qui va fonctionner sur toutes les tablettes. C'est impossible. C'est comme demander à un constructeur automobile de fournir une pièce automobile qui va fonctionner sur toutes les voitures de toutes les marques des 10 dernières années. C'est impossible. Puis, l'autre chose aussi, c'est que les fabricants de tablettes, au lieu qu'il y ait un consensus pour que vraiment le format EPUB soit universel, bien, chaque fabricant de tablettes, souvent, va tirer son bout de couvercle pour que l'industrie adopte, c'est-à-dire le format qu'ils préconisent. Ça peut être au niveau des proportions de pages, ça peut être au niveau des coupures de mots, en tout cas. Il faut tenir compte de tout ça aussi. Par exemple, Amazon n'accepte pas le format EPUB, il faut que ça soit converti au format Amazon. Et comme Amazon est assez hermétique dans sa façon de fonctionner, ben, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne à l'autre bout parce que c'est eux qui convertissent. Moi, j'en fais de la conversion au format Amazon et je le vérifie, mais il n'y a rien qui me garantit que ça va sortir de la même façon sur une tablette Amazon. Il y a trop de paramètres au niveau informatique pour que ça sorte toujours pareil de la même façon. Donc, il faut prendre ça en considération. Par contre, moi, dans mes devis, je mets toujours une estimation du livre numérique que je ne mets pas. C'est vraiment optionnel. Le client choisit s'il veut le faire ou pas. Mais malheureusement, pour faire un livre numérique, il faut passer par le même processus que quand on fait la mise en page du livre. Donc, je ne pourrais pas prendre, mettons, un manuscrit d'un auteur dans Word et en faire un EPUB. En fait, je peux, mais le résultat au bout du compte ne sera pas nécessairement de bonne qualité. Donc, il faut que je fasse la mise en page de toute façon avec InDesign. Alors, par contre, un coup que le livre imprimé est fait, ben, il n'y a rien qui empêche l'auteur de dire, ben moi, mon livre numérique, je vais commencer par voir si mon livre papier se vend bien, si j'ai une demande pour un livre numérique, si j'ai des clients qui sont intéressés.
Puis à ce moment-là, ben, l'auteur peut me recontacter dans 6 mois, dans 1 an, puis décider de faire son livre numérique parce que j'ai déjà les fichiers de fait. Donc, c'est à peu près ça. Là. Je pense que j'ai pas mal tout couvert. Là. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, les gens nous posent parfois la question de savoir le numérique versus les livres imprimés. Qu'en est-il? Que se passe-t-il? Parce que on nous annonçait il y a quelques années la mort des livres papier avec l'avènement des... Rassurez-vous, ça ne s'est pas produit. Il y a encore plein de gens qui lisent des livres papier et le livre numérique existe, est un format utilisé par un certain type de lecteur, c'est sûr. Mais ce sont vraiment deux choses à part, deux marchés à part. Oui, c'est ça. C'est certain que ça peut être un format très intéressant pour le côté pratique. Moi, ce que j'aime des livres numériques, c'est que ça permet de mettre des signets partout, de surligner, donc je préfère souvent les livres numériques pour des livres qui sont plus techniques parce qu'on peut chercher, on peut, je ne sais pas moi si c'est un livre sur les plantes ou des choses comme ça, bien là, ça devient intéressant. Par contre, je sais qu'il y a quelques années, là, c'était il y avait beaucoup il y avait un mouvement vers les livres qui sont plus animés et tout ça, mais pour les raisons que j'ai énoncées tantôt, que chaque fabricant tire son bout de couvercle, ben, c'est difficile de faire un livre qui va être universel et qui va fonctionner sur toutes les tablettes, puis c'est quand même assez restreint ce qu'on peut faire comme animation et comme... je te dirais que il y a des gens qui m'ont approché pour en faire, j'ai tenté de le faire, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est pratiquement autant de travail que de créer une application pour un téléphone mobile ou pour une tablette. Là, je parle des livres, vraiment des livres jeunesse animés ou des choses comme ça. Puis, mais c'est pas aussi, on ne peut pas aller aussi loin qu'avec des applications. Puis là, on tombe dans un autre monde complètement. Là, Super. Parlons un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail, dans votre rôle? Qu'est-ce qui vous apporte le plus de plaisir? Émilie, par exemple. Je pense que c'est sûr que moi, comme je disais, je fais illustration et mise en page, donc c'est sûr que c'est assez varié. Là. Dans l'illustration, j'avoue avoir été particulièrement touchée par le monde jeunesse. C'est tellement un beau monde. On peut créer des choses complètement farfelues. C'est vraiment bien. Là, puis le livre sur lequel je travaillais, j'en parlais justement à l'auteur. Puis j'avais confié parce que c'était un peu chaque jour, on travaillait là-dessus. Puis dans la période que l'on vit en ce moment, ça me faisait vraiment du bien de voir quelque chose de très, très, très doux, très... je sais pas, c'est ça, ça remonte le moral. C'est vraiment plaisant. Puis dans la mise en page, je pense que je suis toujours un peu... je suis une artiste, hein, donc j'aime ça rajouter des choses, j'aime ça sortir un peu. Je suis contre l'idée de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments graphiques là, dans un livre juste pour en mettre. Là. C'est pas du tout mon approche. Je suis assez simpliste dans ce que je fais, mais j'aime ça aller rajouter des petits éléments, des petites choses. Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire la mise en page quand on me donne la marge, là, puis qu'on me dit fais ce que tu veux ou essaye des choses. Puis même sans avoir lu le livre, des fois la thématique me parle ou le ton sur lequel c'est écrit. Puis là, des fois, je vais m'amuser puis je vais tenter certaines choses. Puis j'en avais sorti, je peux peut-être vous montrer juste quelques mises en page que j'avais fait. Ça ne sera pas là. Je vais aller partager mon écran. Et voilà. Il était là. Ah, c'est pas joli, fermé. OK, je l'ai mis là. Bon, c'est ça, c'est juste des mises en page que j'ai fait. Comme il y en a une que je viens justement de terminer. C'est des petites histoires. C'est une dame qui travaille avec les animaux. Puis des petites histoires de. Elle est toiletteuse pour les chiens. Peut-être pas précisément pour ça, mais je sais pas, je trouvais ça tellement cute, son histoire. Puis j'y avais proposé de mettre des petits chiens. Bon. Puis je trouve ça tellement mignon. Donc, c'est le genre de petites choses que moi, j'adore faire. Un petit ajout qui n'est pas... il n'y en a pas chaque page, là. C'est juste un petit élément graphique pour dire que, bon, ça rajoute un petit quelque chose.
Il y avait ce livre-là, c'est juste des petits éléments. C'est un livre qui est un peu dans le style médiéval, justement, chevalier, tout ça. Puis ça m'avait inspiré, ces petites choses-là. Donc, c'est juste un petit truc de plus. C'est pas grand-chose, mais moi, j'adore. Genre, ça, c'est juste des petits éléments comme ça qu'on vient rajouter. Puis ça, c'est vraiment très bien. Puis là, il y en a un que j'avais fait, là, lui, justement, je pense qu'il n'est pas encore passé à l'impression, mais quasiment où il y avait, l'auteur voulait des images à chaque page, des images qu'il m'avait fournies. Puis la manière dont je l'avais préparé, c'est la première fois que je me permettais vraiment de faire quelque chose un peu plus intense là, visuellement. Là. Chaque page de droite avait ce cadre-là. Puis à gauche, il y avait l'image, puis c'est des petites histoires. Donc à chaque page, c'était une histoire différente. Puis là, dans ce temps-là, je m'éclate. Là. J'aime vraiment, vraiment ça. C'est ça. Oui, bah c'est une très bonne illustration d'un des engagements de Bouquinbec aussi, c'est que le livre que vous ferez, il sera vraiment unique. Il n'y a pas, on ne travaille pas avec des modèles de livres préétablis, on fait rentrer ça et à la fin, vous avez un livre qui ressemblerait à celui d'un autre. Non, non, comme on peut le voir, oui, avec des exemples comme ça, ce sont des petites touches personnelles, des petits qui fondent votre projet, quelque chose qui est à la fois professionnel et qui se démarquera aussi. Maryse, de ton côté, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? Ben, je te dirais que, d'une part, comme dans n'importe quel domaine, là, des fois, il y a des... C'est de créer une relation avec l'auteur. Puis, au début, tantôt, je voulais le mentionner, mais j'en ai pas parlé, mais c'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé des fois que j'ai dit à Sylvie, ben écoute, je pense que l'auteur serait peut-être mieux servi par quelqu'un d'autre que moi. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre personnel, parce que je pense, comme on parlait tantôt, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, quand l'auteur est à l'aise de travailler, ça se peut qu'un auteur ne soit pas à l'aise nécessairement à travailler avec moi, avec mon style, puis c'est pas grave, parce que dans le fond, ce qui compte au bout du compte, au bout de la ligne, c'est que l'auteur ait un livre qu'il représente, puis qu'il ait un livre qu'il aime, parce qu'il a vraiment investi beaucoup de sous là, pour son livre. Donc, mais ce que j'aime beaucoup, c'est ça, je pense, c'est de créer une relation avec un auteur, d'échanger, de voir qu'un auteur apprend tranquillement aussi à me faire confiance, puis à me laisser plus de marge de manœuvre. Parce que c'est certain que des fois, on va proposer, comme quand je vais parler de la couverture, là, tantôt je peux la présenter, en fait, tout de suite après. L'auteur était très, très réticente à mes idées. Puis quand j'ai dit, garde, laisse-moi juste essayer ça, puis tu me diras, si tu n'aimes pas ça, c'est pas grave, on fait d'autres choses. Puis finalement, tu sais, ça a été un processus, puis dans son cas, à elle, c'était un processus qui était très, très émotif. Puis ça, c'est une chose aussi, des fois, les auteurs, des fois, ça va être des histoires qui ne les touchent pas nécessairement, mais des fois, c'est des histoires très, très personnelles de leur vie, de leur vécu. Puis ça crée une relation qui peut être des fois émotive. Tu sais, cet auteur-là, quand j'avais présenté les couvertures, ben, les deux, on avait les larmes aux yeux, tu sais, parce que c'était... Mais c'est tellement valorisant, c'est tellement agréable. Puis, je pense que ça, puis, tu sais, comme la mise en page, Émilie, tantôt disait rajouter des fois des petits éléments, ça peut être des fois des détails qui font toute la différence d'une mise en page. Donc, c'est ça, ben, tu vois, je vais en profiter, je vais vous présenter un petit peu, je vais sortir... bon. En fait, l'auteur avec qui j'ai travaillé a écrit un livre qui racontait l'histoire de sa fille qui avait un handicap depuis la naissance. Donc, évidemment, c'était vraiment un livre qui était très émotif. Les conditions qu'elle me présentait, les choses qui étaient importantes pour elle, c'est qu'elle voulait vraiment voir des illustrations pas de sa fille, qu'elle avait fait de sa fille. Puis il y avait des choses pour elle qui étaient très importantes. Il y en avait une, c'était un bibelot qu'elle avait chez elle que sa fille aimait beaucoup. Il y en avait un autre que c'était un tableau que sa fille aimait beaucoup. Des couleurs. Quand on parlait de couleurs, elle me disait, moi, ma couleur préférée, c'est le bleu acier, le bleu gris. Puis ma fille, elle adore le rose gomme ballon. Puis là, elle me disait, la couverture, moi, je veux que ça soit quelque chose de très épuré, je veux que ça soit simple. Donc, elle m'avait suggéré des illustrations. Attends un petit peu.
ne sais pas si vous voyez là, à l'écran. Là. Oui, oui, on voit Ouais. bien. Bon, tu vois, ça, c'était une des premières illustrations qu'elle m'avait proposées. Je vais juste enlever les menus devant mon... Parce que moi, je ne vois pas bien. Ça, c'était un cadre que sa fille aimait particulièrement. Puis donc, ça avait une signification pour elle. Il y avait cette illustration-là, puis il y avait cette illustration ici, qui était un tu sais, ça représentait comme la mère et l'enfant. Pour elle, c'était quelque chose qui était important. Donc, moi, dans un premier temps, je lui avais, comme elle m'avait parlé de rose, elle m'avait parlé de bleu acier, donc j'allais avec ces couleurs-là. Et comme elle voulait quelque chose de très épuré, j'ai commencé par lui faire des suggestions de couverture, mais j'ai eu un flash à un moment donné. Je lui ai demandé, l'auteur s'appelle Ginette, j'ai dit, Ginette, j'aimerais ça que le titre de son livre, c'était Nous. Donc, elle et sa fille, puis j'ai dit, j'aimerais que tu m'écrives le mot Nous sur une feuille blanche et que tu la numérises et que tu me l'envoies. Puis là, elle me dit, mais pourquoi tu veux ça? Je dis, parce que j'aimerais essayer, tu sais, au lieu de chercher une police de caractère, j'aimerais essayer de mettre ta signature du mot nous sur la couverture. Pour au début, elle était comme, ah non, 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 non. Puis je vais vous montrer, en fait, la signature qu'elle m'avait faite, c'est ça ici. OK? Donc, moi, premièrement, j'aimais beaucoup la forme que la lettre N faisait. Mais quand je regardais, je disais, quand on a discuté par la suite, je disais, bien, le O, quand on le regarde, on dirait presque que c'est un E. Donc, moi, je l'ai retravaillé. J'ai retravaillé le O pour que... Oups, ça, c'est trop gros. Attends un peu. J'ai retravaillé le nous avec Illustrator pour que ça soit un peu plus... Premièrement, qu'on ne voit plus le grain du stylo et tout ça, puis j'ai nettoyé l'illustration. Puis après ça, dans le processus, bien, la première chose que je fais, c'est que je vais proposer des exemples de couverture. Donc, ça, c'est la première chose que j'avais présentée à l'auteur. J'avais été chercher les petits ballons de son illustration pour les extraire. J'avais proposé un autre typo complètement avec l'empereur et son bébé, dans une autre couleur, le cadre. Tu sais, là, j'ai proposé quand même plusieurs choses. À partir de là, on a commencé à épurer là, ce qu'elle voulait dans le processus. Donc, je lui ai présenté un autre fichier qui était la deuxième version, si tu veux, de la maquette. Puis des fois, ça peut être, tu sais, des fois, dans mes devis, quand je soumissionne pour la couverture, ben, je vais marquer à l'auteur que je lui donne 2 versions de maquette. Je vais présenter 2 ou 3 versions de maquette. Mais des fois, ça va arriver que je vais en présenter une 3e, une 4e. Des fois, c'est des petits détails qui vont faire que l'auteur va accrocher ou non. Donc, ça, là, j'avais fait des tests de couleurs, d'enlever l'arbre, pas d'arbre, avec l'arbre. En tout cas, on avait essayé toutes sortes de choses. Puis la dernière, ça, c'est encore d'autres exemples là, qui se ressemblent quand même relativement pas mal. Mais tu sais, là, on commençait à savoir que c'était l'arbre, qu'on avait oublié l'idée de l'empereur. Puis pour finalement arriver à la version finale de la couverture. Puis là, étant donné que le rose aussi, c'était un rose très particulier, bien, on a fait des tests de couverture qu'on a fait imprimer par Bouquin-Bec. En 24 heures, on avait la couverture. Donc, le lendemain, on s'est rencontrés chez Bouquin-Bec. Puis c'est là, quand tout le monde broyait, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai présenté les couvertures, puis c'est sorti super beau, là. Ça ne veut pas dire qu'on va l'imprimer à chaque fois, mais on va imprimer... Dans le cas, par exemple, de couvertures qui sont une couleur unie comme ça, et on s'entend que c'est un rose assez pétant, donc il faut être sûr que le rose sort comme l'auteur veut. Donc ça a été le processus de création de cette couverture-là. Puis par la suite, bien, tantôt, je vais parler aussi quand je fais le devis pour l'auteur, une chose que j'inclus souvent en gratuité, je ne le fais pas de façon automatique, mais si l'auteur me le demande, je vais le faire. Je le fais gratuitement, c'est le signet et l'argumentaire. Parce que pour moi, tu sais, souvent, j'explique aux auteurs que le signet, là, on ne le voit pas tout, là, mais le signet, en fait, c'est un peu la carte d'affaires du livre. Et puis, l'argumentaire, ben, c'est un peu
c'est comme le curriculum vitae du livre que je dis souvent aux auteurs. C'est une feuille volante, 8,5 par 11, que l'auteur... En fait, c'est 2 articles, le signet puis l'argumentaire, c'est 2 produits de promotion que l'auteur peut utiliser. Puis l'argumentaire, ben, quand je dis curriculum vitae, ça va comprendre le texte qui est à la couverture arrière du livre, le texte à propos de l'auteur qu'on retrouve aussi souvent à l'arrière du livre, une image de la couverture, puis ça va comprendre toutes les informations techniques du livre, le format, le nombre de pages, à qui ça s'adresse, la date du lancement, le prix du livre, le numéro d'ISBN, s'il est en version papier et en version numérique, les points de vente, comment on peut rejoindre l'auteur. Donc, ça comprend. C'est souvent un produit dont l'auteur va se servir pour envoyer des courriels de masse, par exemple, chez les libraires, à des journalistes, dans un journal local à qui veulent présenter leur livre. Fait que ça sert vraiment d'outil pour l'auteur. Puis par la suite, ben, des fois, il y a des auteurs qui vont me demander est-ce que tu peux, là, je l'ai mis plein écran, mais est-ce que tu peux, par exemple, me faire une affiche? Parce que moi, quand je vais faire mon lancement de livre, ben, je vais me mettre un chevalet à l'entrée de la salle ou à l'entrée du bistrot, peu importe la librairie, peu importe l'endroit où le livre est lancé. Puis je veux faire un chevalet avec une affiche. Là, à ce moment-là, ben, ça, c'est des choses qui sont extra, par exemple. Le signal argumentaire, ça peut être fait de façon gratuite, mais s'il y a les affiches qui sont des tarifs, des frais supplémentaires, et puis, par exemple, une en-tête Facebook, un bandeau Facebook, l'auteur va faire une page Facebook exprès pour son livre, ou l'auteur va prendre l'option chez Bouquin Bec du site de l'auteur, puis il va me demander de faire un bandeau pour présenter le livre ou pour présenter l'auteur, peu importe. Donc, tout ça, ça fait partie de toutes les dérivés aussi que l'auteur peut avoir. Fait que c'est ça fait pas mal partie ça fait pas mal le tour du processus que j'avais fait avec Ginette, qui a été vraiment très agréable. Puis des histoires comme ça, j'en ai eu avec d'autres auteurs que des fois, je leur proposais une image de couverture, puis ou eux me proposaient quelque chose, puis finalement, on est arrivé au bout du compte complètement ailleurs, mais c'est ça le processus de création, puis c'est de travailler en équipe. Puis des fois aussi, quand je présente les maquettes, ça m'arrive de les envoyer au réviseur parce que je vais avoir l'opinion d'un œil neuf, de quelqu'un qui connaît l'illustration. Même des fois, mon conjoint, je demande son opinion, tu sais. Parce que ça prend quelqu'un qui a un œil complètement détaché, tu sais. Puis ça te fait sortir d'autres idées aussi, tu sais. Oui. Merci beaucoup pour cet exemple qui effectivement est très, très parlant et montre vraiment l'éventail de possibilités et d'expertise et tous les bénéfices qu'il y a à travailler avec un graphiste, en fait. Parce que oui, c'est souvent plus qu'un livre, à la fois l'histoire que ça contient, et puis c'est possible d'en faire plus qu'un livre aussi ensuite. Ça fait pas mal le tour des questions que j'avais pour vous. Je surveillais également pendant qu'on se parlait les questions des gens. Il y en a eu beaucoup. On a beaucoup répondu. On a répondu à la grande majorité d'entre elles. Je refais un petit tour comme ça. On a eu quelques questions sur, par exemple, les photos. Vous avez besoin de fichiers sous quelle forme, par exemple? Quel est le mieux pour les photos? En fait, je dirais souvent, les gens vont nous transmettre les photos en JPEG. La seule chose, puis c'est correct de les transmettre en JPEG aussi, ça dépend, parce que le JPEG, c'est un format, quand on ne sait pas s'en servir, des fois, plus on le sauve. C'est un format que si on fait un save as en français, plus on le sauvegarde, plus il va se détériorer. Donc, au bout du compte, la qualité n'est pas nécessairement au rendez-vous. Il ne faut pas trop manipuler non plus. Puis quand on fournit des formats, c'est toujours mieux de le fournir sans un cadrage particulier. Même si l'auteur, lui, a une vision d'un cadrage, des fois, quand on va arriver sur la couverture, si le format n'est pas proportionnel ou peu importe, il faut pouvoir avoir de la texture autour ou de la viande autour pour pouvoir aller chercher le meilleur cadrage. Mais je dirais qu'un format JPEG qui n'a pas été trop manipulé, il n'y a pas de problème. La résolution,
habituellement, c'est jamais en bas de 300 dpi, c'est 300 dpi minimum. Ça peut aller à 600, ça dépend aussi du type de photo que c'est, là. Mais c'est ça. Sinon, ça peut être en TIFF, parce que souvent, les gens ne travaillent pas, je dirais bien en format Photoshop, mais les gens ne travaillent pas en Photoshop. Donc, soit, ça peut être en TIFF ou, je dirais en TIFF ou en JPEG, là. Si je peux ajouter quelque chose, souvent les gens, ils vont prendre des photos sur Internet parce que c'est facile, c'est accessible. Si ce n'est pas des sites qui sont faits pour ça ou des banques d'images vraiment où on peut télécharger certains niveaux de qualité, vous allez vous retrouver avec une photo. Marie se parlait de 300 dpi, c'est peut-être un terme qui est un peu abstrait, là, mais quand on veut imprimer puis que ce soit net, ça nous prend 300 dpi. Puis ce que vous trouvez sur Internet, souvent, c'est 72 dpi. Bon, des fois, c'est un peu plus, mais c'est parce qu'on veut pas mettre. On allège les photos sur Internet parce que sinon, ça prend trop de temps à loader les pages. Fait que quand vous téléchargez votre photo, elle a l'air bien belle, elle a l'air nette. Puis quand on arrive pour le mettre dans nos programmes, on constate que on est dans le 72 dpi, là, ça fonctionne pas du tout, puis on va se le faire dire à l'impression, là, ils vont nous dire, ben, on peut pas imprimer ça, c'est trop, ça va sortir flou. Donc, ça, on peut pas nécessairement savoir quand on clique dessus, ils vont pas nous le dire. Mais en général, sur Internet, c'est pas mal du 72 dpi. Donc, à moins d'aller sur des sites qui sont faits pour ça, où on peut télécharger, puis on le voit, là, ils vont souvent nous le mentionner, là, dans quel format on veut avoir l'image. Donc là, on sait qu'on a de la qualité. C'est une autre chose aussi qui se produit, par exemple, quand on utilise Word et qu'on insère des images, on perd aussi en qualité. Oui. Ça, c'est un détail important que tu apportes, en fait. C'est correct si l'auteur veut mettre ses photos dans Word juste à titre d'information pour dire au graphiste ou à la réviseur où doivent être situées des photos, mais ça s'arrête là. En fait, il faut que l'auteur nous envoie les photos de façon séparée, dans un dossier séparé, et non pas dans les documents Word. Parce que oui, des fois, on peut les récupérer dans les documents Word, mais c'est souvent pas des images de très grande qualité. On y a déjà répondu, mais plusieurs questions des auteurs qui demandent s'ils peuvent utiliser la peinture d'un de leurs proches pour la couverture ou le dessin d'un de leurs neveux. Ça, la réponse est en notant qu'on a une photo de bonne qualité. Oui, ben moi, j'en ai fait une couverture qui était... j'avais même été chercher la toile chez l'auteur, puis j'étais super stressée parce que je voulais pas briser la toile. Mais c'est ça, puis on avait pris une photo là, de très bonne qualité, avec un bon éclairage, puis avec cette photo-là, ben, j'avais pu faire la couverture. Puis ça me fait penser aussi, c'est une chose à laquelle il faut penser, si vous demandez, j'ai une auteure qui a demandé à une de ses amies de lui faire son illustration pour la couverture de son livre. Puis je pense qu'elle l'a fait vraiment là, à la main, c'est-à-dire vraiment le plomb sur du vrai papier, là, c'était pas fait à l'ordinateur. Et là, c'est sûr que c'est plus difficile de faire des modifications. Sur Photoshop, c'est tellement facile. La ligne est trop basse, on va la monter, puis ça paraît pas. Là, sur papier, si on efface, etc., ça paraît, ça laisse des traces. Puis là, elle m'avait envoyé le fichier, elle m'avait dit, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut faire la couverture avec cette image-là? Il faut faire attention parce que les gens, ils ne savent pas nécessairement, mais nous, quand on fait la couverture, pour que l'imprimeur, il faut qu'il puisse couper dans l'image. Puis là, son image, elle allait là, vraiment au bord. Il y avait un élément quand même assez important qui allait au bord de l'image. Puis c'est problématique parce que moi, je vais être obligée de sortir l'image du cadre pour que l'imprimeur puisse couper dedans. Donc, si vous demandez à quelqu'un de faire une illustration pour vous, faut simplement qu'il se laisse de la marge. Il ne faut pas aller trop proche des bords parce que sinon, ou il faut mettre des éléments qui sont... C'est pas grave si on coupe dedans. Enfin, on finit tout le temps par couper dedans. Puis moi, quand je fais des images, je le sais. Donc, je ne vais pas aller mettre je sais pas, le visage d'un personnage très, très bas là, sur la page. Ben, je sais que je vais couper dedans. Donc, c'est peut-être un petit élément important. Là, finalement, elle avait réussi là, à peaufiner son affaire et à se rajouter un peu de marge, mais c'est ça. Quand on ne le sait pas, pas... Oui, effectivement. Merci pour cette précision. Je continue à regarder, mais je crois honnêtement qu'on a répondu à
la grande majorité des questions qu'on a pu avoir. Ben, en Est-ce que fait, vous, il y a un point qui vous vient en tête? ben, si je peux me permettre, je sais, parce qu'on avait parlé peut-être de voir les étapes de façon très, très spécifique, mais là, on a quand même fait beaucoup, on a parlé beaucoup, beaucoup, puis on les a pas. Mais tu sais, je me dis, dans le fond, ça peut être un sujet à aborder dans un autre. Oui, Parce oui, que je oui. sais que des fois, les auteurs sont pas, c'est pas très clair pour eux, là, qu'est-ce qui se passe quand, puis là, qu'est-ce qui arrive quand moi, l'épreuve est faite, j'envoie ça au réviseur, OK, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que moi j'ai à faire, tout ça. Je pense que ça serait important de voir les détails. Si on a du temps, je peux peut-être le couvrir un peu, là, mais Oui, oui, allons-y, allons-y. OK. Parce que, en fait, attends un peu, je vais aller dans mon document juste pour être certaine que j'oublie rien. Euh, Bon, OK. Fait qu'en fait, on parle de quand je reçois le manuscrit. Là. Moi, comme j'ai dit tantôt, la première étape, c'est d'entrer en contact ou non avec l'auteur pour voir ses besoins, qu'est-ce qu'il veut, tout ça, de présenter une maquette intérieure ou non, bon, dépendamment encore là des besoins. Après ça, moi, je fais un premier montage, ce qu'on appelle la première épreuve. Donc, je fais le montage du livre dans InDesign, puis après ça, je fais un PDF que j'envoie souvent conjoint. Des fois, je l'envoie à l'auteur et au réviseur, mais des fois, je l'envoie juste au réviseur et je demande au réviseur de contacter l'auteur parce qu'à ce moment-là, quand moi, j'ai envoyé la première épreuve, ben là, c'est l'auteur et le réviseur qu'il faut qu'ils se parlent, eux, ensemble. L'auteur va dire, admettons, au réviseur, ben moi, j'ai vu une erreur, j'ai vu une faute, ou il y a quelque chose que j'aimerais changer, un paragraphe, ça ne marche pas du tout, ou tu sais, bon. Ou moi, dans ma mise en page, des fois, ça va m'arriver parce que quand je fais un roman, ou peu importe autant que possible, le texte en bas des pages, tu sais, si j'ai mes numéros de page en bas, ben le texte en bas des pages doit idéalement être égal partout, tout au long du livre. Ça aussi, c'est des détails que des fois, des graphistes ne font pas. Pour moi, ça fait une différence. Donc, ben, des fois, je vais arriver à une page, puis je vais dire à l'auteur, ben, est-ce que c'est possible de couper à quelque part dans la page parce que j'ai comme une ligne de trop, j'ai essayé de la faire entrer, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ça, l'auteur va en discuter avec le réviseur. Puis, en fait, l'auteur va envoyer ses commentaires au réviseur, pas à moi. Parce que des fois, il y a des auteurs qui m'envoient leurs corrections par courriel, mais c'est le réviseur qui a la première épreuve. Donc là, on multiplie les. L'idéal, c'est vraiment d'envoyer, l'auteur envoie ses commentaires au réviseur, le réviseur et l'auteur en discutent ensemble. Ensuite, le réviseur ou la réviseure intègre toutes ces corrections-là, ces demandes de modification-là dans un même PDF par le biais de commentaires ou d'annotations dans le PDF que peut-être éventuellement on fera une présentation là-dessus. Là. Puis après ça, c'est le réviseur qui m'envoie l'épreuve corrigée. Donc, moi, quand je reçois le PDF, j'ouvre le PDF, j'ai les commentaires avec toutes les demandes de correction. Je produis une deuxième épreuve. Donc, je prends ma première épreuve que j'ai faite, je fais une sauvegarde que j'appelle deuxième épreuve, j'entre les corrections et je fais le même processus. Je fais un deuxième PDF que j'envoie au réviseur, à moins que, là, ça dépend de l'entente du réviseur avec l'auteur. Si l'auteur a dit non, moi, je veux une lecture sur épreuve, bien, à ce moment-là, je l'envoie seulement à l'auteur. Et puis l'auteur revoit, s'assure que les corrections qu'il a demandées, puis les corrections que le réviseur avait demandées, moi je le vérifie, mais tu sais, c'est toujours mieux de le revérifier soi-même. Là. Et puis si l'auteur détecte encore des petites coquilles, ben, il m'envoie des commentaires. Des fois, quand les auteurs ont de la difficulté à annoter un PDF, ben, ils peuvent me l'envoyer dans un courriel ou ils peuvent me l'envoyer dans un document Word en me précisant telle page, tel paragraphe, etc. Il faut que ça soit quand même précis. Sinon, je risque de faire des erreurs. Ce que j'essaie d'éviter à tout prix, à moins que ce soit une petite coquille, c'est vraiment des corrections par téléphone. Parce que les écrits restent. Puis si la personne me le dit, ou si je prends une correction par téléphone, souvent je vais demander à l'auteur de me l'envoyer par courriel juste pour confirmer, juste pour que j'ai un suivi, là, si tu veux, des corrections. Donc, après ça, bon, ben là, puis en même temps, on travaille la couverture. Quand on a tout fini ce processus-là, que le PDF arrive à la fin, puis qu'on a en principe plus d'erreurs, plus de coquilles, plus rien, tout est beau, c'est prêt à envoyer à l'impression. Moi, j'envoie jamais, mais je pense qu'il n'y a aucun graphiste qui le fait, je n'envoie jamais des fichiers imprimés sans avoir eu le consentement
par écrit de l'auteur. Donc, j'envoie toujours un PDF de la couverture et de l'intérieur et du signet, si l'auteur a pris le signet, à l'auteur et je lui demande de me confirmer par courriel qu'il approuve ces documents-là comme ils sont, que je peux les envoyer chez Bouquin-Bec. À ce moment-là, quand j'ai l'approbation de l'auteur, j'envoie les fichiers imprimés que je dépose chez Rapido Livre, qui fait partie de Bouquin-Bec. Là, le processus à ce moment-là, c'est que Bouquin-Bec va imprimer ce qu'on appelle une copie d'approbation. En fait, c'est le vrai livre qui est imprimé en un seul exemplaire. Et puis, cet exemplaire-là va être envoyé à l'auteur, mais souvent, je vais recevoir une copie moi aussi. Et la principale raison, c'est surtout pour la couverture. Parce que des fois, l'auteur va recevoir sa copie d'approbation, puis il va dire, ben le rouge que je pensais que c'était, c'est pas ça du tout. Puis là, il m'appelle, puis il me dit, ben là, la couleur n'est pas belle. Moi, je ne peux rien faire, je n'ai pas la copie. Je n'ai pas l'imprimé. Donc, Bouquin-Bec m'envoie moi aussi une copie. Donc, quand on se parle, l'auteur et moi, ben, on parle le même langage. S'il me dit mon rouge, il y a trop de bleu dedans ou il est trop foncé, moi, je sais comment l'ajuster pour pouvoir. Parce que c'est certain qu'il n'y a pas un écran qui va donner la même couleur, puis même, il n'y a pas une presse qui va donner la même couleur. Donc, il faut vraiment y aller, c'est du cas par cas, là. Donc, puis quand l'auteur a sa copie d'approbation, de toute façon, au Québec, vous mettez toujours une espèce de petit signet, là, un feuillet qui explique à l'auteur quoi vérifier. Est-ce qu'il y a des pages blanches dans le livre? Puis c'est encore, là, c'est vraiment la dernière étape où l'auteur peut dire oups, j'ai vu une coquille à la page 36, qu'il y a un mot qui est mal écrit, ou tu sais, c'est encore temps de pouvoir faire des corrections mineures, mais vraiment mineures. On parle de choses qui ne font pas bouger la mise en page du tout. Puis ça, habituellement, moi, je l'inclus, là, parce que l'auteur peut détecter, mettons, je ne sais pas, moi, 3 coquilles dans le livre. Donc, je fais la correction des 3 coquilles, je retourne un nouveau fichier final qui est corrigé. Puis là, Bouquin-Bec va imprimer la quantité de livres que l'auteur a commandé, l'entente qu'il y a eu avec Sylvie pour la quantité de livres imprimés. Ça fait pas rapidement, là, ça fait pas mal partie de toutes les étapes mais là, je n'ai pas inclus les illustrations. C'est sûr que s'il y a des illustrations de livres jeunesse, ben là, c'est retourner à l'illustratrice en disant ben, tu peux-tu enlever la couette qu'elle a dans le front ou tu peux-tu, des détails comme ça. Là. Mais tout ça dépend toujours de l'entente qu'il y a eu entre l'auteur et la réviseur, l'illustrateur, tout ça. Encore une fois, c'est vraiment un travail d'équipe. Merci effectivement, oui, Maryse, pour ce bon survol, cette bonne vue d'ensemble de tout le processus. Je propose que ce soit le mot de la fin. Écoutez, ça fait près d'1h30 qu'on est ensemble là déjà, ça passe vite. Si jamais dans les commentaires, il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook, on pourra y répondre, prendre le temps de bien répondre à vos questions. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo qui va être disponible sur la page de Bouquin-Bec, tout comme le live de la semaine passée. Dans la section vidéo, vous pouvez retrouver l'intégralité de tout ce qu'on vient de se dire. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse autour de vous, la période est propice à s'informer et à se renseigner si vous avez des projets de livres, d'écriture. Voilà, c'est le temps. N'hésitez pas à propager ça. Nous avons également sur notre site internet, n'hésitez pas à aller voir un blog sur lequel on publie régulièrement des articles, une section ressources aussi avec des guides qui sont gratuits que vous pouvez télécharger, qu'on a écrit spécialement pour vous informer, vous donner toutes les clés, tous les outils pour publier un livre de qualité professionnelle parce que c'est vraiment ça notre idée et notre mission. Je conclurai en vous remerciant beaucoup à vous qui avez participé dans les commentaires et beaucoup à vous, Maryse et Émilie surtout, pour tous ces exemples et ces partages d'expériences vraiment intéressants. C'est toujours tout parlant. Le chef d'orchestre d'avoir épaulé tout le long. Puis je voulais dire merci aux gens d'avoir été là. Puis de rester en santé. De profiter du beau temps quand même, autant que vous pouvez, mais c'est ça. Moi, je ne veux pas vous dire restez chez vous, puis ça va bien aller, là, mais ça va bien aller. Merci beaucoup. À très bientôt alors et prenez soin de vous. Toi aussi. Merci.